73, 36 ans. 36 ans. Sur combien d'hectares? 150. Donc, tu es arrivé ici, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait une garrigue qui était brûlée tous les 15 ans, avec des petits arbres rabougris. L'exploitation de ces terrains, auparavant, c'était brebis, feu, coupe de bois. On voit très bien dans les photos des années 1900, les photos ou les peintures de Bézinet, on voit que toutes les représentations des garrigues, pratiquement, il n'y a rien, quoi. Il n'y a qu'une petite broussaille basse. Et comme avec la déprise agricole, toutes ces garrigues abandonnées, cette broussaille a un peu monté, mais bon, l'intérêt à la fois paysager et économique. Et économique, parce qu'après, une fois que c'est embroussaillé, les brebis ne peuvent plus passer. Une parcelle qui est de 6 hectares, qui a été plantée avec l'INRA. L'INRA, ouais. C'est une expérience de l'INRA. C'est des cèdres du Liban, originaires de Turquie. Et ils font des relevés périodiques. Ils ont fait le dernier relevé, c'est en 2004. Ils se sont rendus compte que ces cèdres étaient plus adaptés que les cèdres de l'Atlas qui sont communément plantés en France depuis 2 siècles. Tu as combien d'essences différentes que tu as essayé sur ça? On a essayé 250. Et évidemment, sur les 250, les 9 dixièmes se sont avérées pas intéressantes. Mais on a eu des surprises favorables. Ça a été planté en 98. 98. Contrairement à ce qu'on pense, ces arbres, on devrait pouvoir avoir une production de bois de charpente, de bois ou de bois pour des meubles. Où c'est bien entretenu, où c'est un peu enrichi, finalement le terrain des garrigues en sol filtrant, karstique, c'est favorable pour les arbres. Bon, le seul problème au point de vue pédologique, c'est qu'il y a une faible rétention en eau. Donc, et la roche-mère est compacte. Donc si on déclave la roche-mère et si on fait des amendements et si on gère le sol de façon à augmenter la rétention en eau, on peut avoir des croissances extrêmement intéressantes. Plus intéressantes qu'en plaine où le sol est souvent asphyxié. Les arbres peuvent mal se développer, disons certaines espèces se développent mal sur des sols qui s'asphyxient, comme les cèdres. Un cèdre comme là, si on le met dans une terre argileuse, dans un bas-fond, il va crever au bout de 15 ans. Tandis que là, a priori, sa seule menace peut être des canicules excessives en été. Donc tu me disais que tu te fais livrer toute cette matière organique par l'agglo? Par l'agglo de Montpellier. D'accord. Mais par milliers de mètres cubes. C'est par milliers de mètres cubes. Quand il me livre. Là, il va y avoir, à partir du 10 mars, ils m'ont annoncé, ils vont me livrer pendant un mois du broyat. Ils vont m'en livrer peut-être 3 ou 4 000 mètres cubes. Le principe de gestion qui associe les intérêts économiques, sociaux et de la biodiversité, c'est la mosaïque de milieu avec des pâturages arborés et des forêts pâturables. S'il y a des pâtures qui sont nettoyées, il ne faut pas que ce soit trop embroussaillé. Le bois peut s'y développer parce qu'il est protégé. Donc un endroit comme là, au niveau incendie, c'est moins fragile parce que il y a des zones dégagées. Au niveau de la nature, le paysan, moi je me rends compte, maintenant que j'y suis à temps plein et depuis que j'y travaille, le problème de la paysannerie et du travail dans la nature, c'est que tu fais un travail, tu as la réponse 15 ans plus tard. Là, par exemple, pour faire une parcelle, je passe une première fois, mais je commence à couper. Mais il faut que, pour que la matière, les rémanents s'assimilent rapidement, il faut qu'ils soient secs. Donc je suis obligé d'attendre plusieurs mois. Parce qu'après, quand je passe la machine, les branches sèches se cassent facilement, les feuilles tombent, etc. Donc un chantier, pour moi, rarement, ça prend moins d'1 an. Je commence, l'entretien par exemple de cette parcelle m'a pris 1 an et demi. Parce que je fais une première passe, le problème après, le sol est trop humide, je ne veux pas tuer les vers de terre, j'ai des rémanents qui sont trop secs, j'ai pas du broyat, ou le broyat il faut qu'il soit un peu composté, c'est très compliqué. Ça c'est de l'or, hein, un arbre comme ça. Alors qu'est-ce que c'est comme arbre? C'est un cormier. Cormier.
c'est le cormier, Sorbus. C'est un arbre qui est à la mode ces temps-ci, parce qu'il a, au niveau bois, au niveau écologique, au niveau... c'est un feuillu, disons, il a toutes les vertus, et bon, tout, le bois de menuiserie, c'est un bois intéressant. Là, évidemment, ils sont de 99, puis ils ont fait une pousse formidable. Et là, un petit érable de Montpellier. L'érable de Montpellier. L'érable de Montpellier. Il est caractéristique par ses dispositions à 90 degrés. Il y a 2 pousses comme ça, et après les 2 pousses suivantes sont en quadrature par rapport à celle-là. C'est toujours une... D'accord, donc c'est 2 pousses à 180, voilà, mais ils sont à 90. Là, toujours à 90 par rapport à la suivante. Là, il y a un axe comme là, un axe comme ça. Et après, le suivant, il est comme ça. C'est un accompagnant de la chênaie verte. C'est-à-dire, c'est des arbres qui poussent dans les chênes en petite quantité. Chenille processionnaire. Donc la chenille processionnaire, le papillon pond en août. Les petites chenilles éclosent vers mi-septembre, début septembre. Ensuite, tout l'hiver, les chenilles qui vivent en compagnie se regroupent la nuit dans des bourses avec des filaments pour se protéger, pour se maintenir à chaleur. Et ensuite, vers le mois de mars-avril, les chenilles descendent. Elles sont devenues adultes, elles sont bien grasses. Elles se promènent au sol, à la queue leu, et elles vont s'enterrer dans le sol pour se transformer en nymphes. Et après, le papillon sortira début juillet. Les feuilles des pins. Donc sur les pins, on voit les fourreaux qui sont constitués par les papillons, les femelles papillons, dans lesquels elles pondent les œufs. Le fourreau, cette gaine là, comme un petit cigare, très vert, est une espèce avec une grande diversité au niveau morphologique. Il y a des cyprès qui sont horizontaux, il y a des cyprès qui sont, c'est-à-dire qui s'étalent beaucoup, et des cyprès qui sont colonnaires. Ils sont comme ceux qu'on voit ici. C'est des cyprès qui sont... On voit une chandelle, mais quand on regarde de près, on se rend compte que les branches latérales sont très longues. Il y a plusieurs branches latérales longues. Donc la variété florentine, souvent, les gens se font arnaquer parce qu'ils achètent un cyprès colonnaire, fastigié, en tant que cyprès florentin. Mais pour avoir le label florentin, l'arbre doit avoir des branches, que des petites branches latérales. Et celui-là, sur les 20 000 cyprès que j'ai plantés, c'est le seul qui a cette caractéristique. Cette caractéristique apparaît très difficilement. Donc là, on voit qu'il n'y a uniquement que des petites branches latérales. Le houppier, tu me disais? Le houppier, c'est la partie où il y a des feuilles. Et en fin de compte, le houppier, là, il fait 60 cm de diamètre sur 15 mètres de haut. Et on voit que le tronc fait plus de 20 cm de diamètre. Et le cyprès, celui-là, il fait 15 mètres de haut. Ce qui est début août 2003. Donc, sur ta propriété, ça fait quoi comme ravage? Eh bien, ça a éliminé les arbres fragiles. Ce qui est une bonne chose. Comme ça réduit la densité. Ça favorise les insectes xylophages. Donc finalement, cette canicule, elle a permis d'éliminer les faibles. Donc, ils ont un arbre à un emplacement donné. Évidemment, on est attiré par les espèces les plus intéressantes. On se dit, il vaut mieux avoir un grand chêne, avoir ou disons, évidemment, il y a beaucoup de feuillus qui sont intéressants. Mais le problème, c'est que le sol, lui, il n'autorise pas systématiquement un développement important si on met un arbre d'essence plus noble, plus intéressant.